RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Et suite au décès brutal de Cédric Cornet, nombreuses sont les interrogations quant aux circonstances de sa mort. Âgé de 43 ans et sans antécédents médicaux, il a été retrouvé en état de rigidité cadavérique, nu dans sa salle de bain. Une asphyxie alimentaire serait la cause pour le procureur de Pointe-à-Pitre qui a rendu public l'autopsie de l'ex-maire du Gosier. Une analyse contesté par Maître Brion, l'avocat de la famille du défunt, qui évoque un assassinat et sollicite une contre-expertise, de quoi relancer les spéculations sur ce décès effectivement assez sombre. Mais nous sommes partis à votre rencontre, voir ce que vous en pensez. Regardez. Vous savez, moi je suis un gosérien d'adoption, ce qui fait que bon, j'ai vu un peu ce qu'il faisait. Bon, même si on n'est pas d'accord sur peut-être les méthodes, les techniques, mais au moins sur les réalisations, moi je regarde les résultats. Je suis pour les résultats. Et j'ai vu qu'il y avait des résultats, moi c'est ça l'essentiel pour moi. Et c'est un peu dommage qu'il meure aussi jeune, quelles que soient les conditions. Laisser la justice faire son travail. Ça peut être accidentel, mais on pas médecin légiste, et on pas enquêteur non plus. Donc on ne peut pas penser, tout le monde va bon jour. Donc il est un peu jeune. Son heure était peut-être arrivée. S'il y a une contre-expertise, peut-être on saura la vérité. Oula, ça a l'air... ça a pas l'air très... Ça a l'air, la justice a l'air d'avoir dit que c'était accidentel. Maintenant, l'avocat a l'air de dire que c'est autre chose. Je sais pas, c'est assez compliqué. Je vois pas pourquoi on irait assassiner un maire comme ça. Enfin, ça paraît quand même assez disproportionné. J'espère que c'est pas ça en tout cas, parce qu'en tout cas il a fait du bien à la commune, donc c'est vraiment dommage pour nous. Je trouve que c'est triste, mais je sais pas, à la télévision ils ont dit que c'était un accident. C'est possible. Non, mais moi je pense qu'elles sont morts qui pas normal du tout. Ouais, sont morts qui normalement fait une enquête approfondie pour savoir que c'est du cornet. En jeune, c'est beaucoup, on n'a pas mort comme ça de machin. Ça, non. On sait beaucoup dynamique qu'on s'est décorné. Non, on peut pas. Non, on peut pas quoi ça. Non, on ne peut pas valider ça. Mais je trouve que la mort de Cédric Cornet, il y a quelque chose derrière. Parce que ça m'a fait beaucoup de la peine. Comme dit l'avocat, moi j'ai l'impression que c'est une assassinat. Ils ont assassiné Cédric Cornet. Voilà, ok? Parce que moi, je trouve que la mort de Cédric Cornet, un gars qui est en bonne santé, il n'est pas malade. Subitement comme ça, c'est pas possible. Apparemment, il avait beaucoup d'ennemis. Alors, on se pose des questions. Ah non, je ne m'aventurerai pas sur ce point-là. Ah non, je connais rien. Je pense pour ses proches, c'est louche, là, sa mort est louche, mais je ne vais pas m'aventurer sur ce point. J'ai vu sur les réseaux sociaux plein de... Enfin, ce sont des gens qui ont fait l'enquête avant l'enquête. Non. Mon point de vue sur ça, non. Je laisse la justice faire son travail. Et un juge d'instruction devrait être nommé dans le cadre de cette affaire. Et Maître Brion, donc l'avocat de la famille de Cédric Cornet, insiste effectivement pour avoir donc cette contre-expertise, puisqu'il y a des détails dans le rapport qui ne semblent pas coller selon lui. Et donc il veut effectivement avoir sa contre-expertise absolument. On verra qu'est-ce que le parquet décide. Donc Cédric Cornet, qui par la force des choses a dû céder sa casquette de maire, mais aussi celle de président de la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant. Et c'est son ami Loïc Tonton qui prend la suite à la tête de l'EPCI. Un nouveau challenge pour le jeune maire de Désirade qu'on écoute tout de suite. Tonton. Malheureusement, le décès survenu de M. Cédric Cornet, c'est beaucoup d'émotions. C'est des choses, je dirais même, qui sont regrettables, puisque j'aurais préféré que nous restions comme nous étions, unis, avec notre président de l'autre côté. Maintenant, la vie en a décidé autrement. Nous devons nous montrer responsables, continuer à être responsables
Et surtout, je l'ai dit tout à l'heure en fin de séance, faire en sorte que tous les projets de la CAR puissent avancer, puissent continuer. Les élus l'ont compris, ça a été mon message, un message d'unité, de paix, de calme, mais surtout un message de pérennisation. Je l'ai dit avec force, Cédric Cornet, c'était nous. Nous aussi, nous étions Cédric Cornet et c'était l'équipe Cédric Cornet, nous étions derrière lui. Maintenant, nous sommes là et nous continuerons le travail commencé, puisque je rappelle que c'est bien évidemment Cédric qui était en avant, mais c'était aussi notre équipe. Nous étions là. Donc nous avons ce devoir et cette responsabilité d'aller le plus loin possible pour lui, mais le plus loin possible pour l'engagement que nous avons pris par rapport à notre population et faire en sorte que les choses avancent le mieux possible. Et retour maintenant sur la semaine des métiers du maritime et du fluvial organisée par France Travail. Une occasion de faire découvrir la multitude de métiers disponibles dans cette filière et aussi accessibles ici en Guadeloupe. Et aujourd'hui, les jeunes ont visité des entreprises comme la Poissonnerie de Basse-Terre ou le CNRPT. Regardez. Nous sommes dans la Semaine nationale du numérique et du fluvial, donc c'est l'occasion pour nous sur le territoire de proposer aux demandeurs d'emploi de découvrir l'amplitude des métiers qui touchent à ces domaines, qui sont riches et variés, parce qu'on pense que maritime rime avec pêche, mais en fait non. Nous avons eu sur le territoire plusieurs actions qui ont été mises en place par les agences, notamment de Pointe-à-Pitre, avec des scaphandriers qui ont pu remettre à flot un bateau lundi. L'agence de Basse-Terre a voulu mettre en avant les métiers du secteur en direction de nos usagers. Aujourd'hui, on poursuit la visite d'entreprise. Donc, on a démarré par la poissonnerie de Rivière-Sens et puis le CNRPT, où nous faisons découvrir à nos usagers les différents métiers, notamment du secourisme, du sauvetage et puis tout ce qui concerne le surveillant de baignade et éducateur. Nous aussi, nous pratiquons cette politique d'insertion, d'immersion également à travers ces métiers de la mer. Nous sommes orientés vers des métiers effectivement donc de sauvetage, de secourisme, mais tout ce qui gravite autour, au niveau de la surveillance également. Et par conséquent, nous sommes sur cette base départementale donc de Rivière-Sens, en face de la mer. Donc nous sommes très 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 bien placés pour les accueillir et pour les recevoir toute l'année. Et nous sommes heureux d'être dans cette dimension. Avec cette base, c'est un nouveau tournant que nous prenons et c'est un nouveau cap que nous nous fixons. Et nous sommes heureux de cette ouverture en espérant qu'elle va durer et qu'elle va permettre un maximum de jeunes Guadeloupéens de pouvoir bénéficier des atouts effectivement que nous offre ce potentiel naturel à ciel ouvert qu'est la mer. Sur Marie-Galante, nous avons des ateliers où on fait rencontrer demandeurs d'emploi et professionnels du monde du maritime autour des métiers, mais également autour du numérique. Donc c'est en cours en ce moment sur Marie-Galante. Ce sont des métiers que je pense où nos jeunes peuvent encore trouver un emploi. En tout cas, nous sommes là pour les faire découvrir ces secteurs-là et puis déclencher chez eux l'envie d'y aller, l'envie d'en faire leur métier. Et on ouvre le volet sport avec l'inauguration du City Stade de Sainte-Rose, un équipement qui porte le nom d'Yvon Santime, entraîneur de foot pendant plus de 30 ans sur le territoire. Regardez. Une fierté surtout pour Yvon Santime, comme je le dis, qui a fait la fierté de Sainte-Rose, des clubs de Sainte-Rose, de DG, de l'USBM, mais aussi de la sélection. Il a expliqué tous les jeunes qu'il a accompagnés dans la Caraïbe au niveau national. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup pour la Guadeloupe en matière footballistique. Côté familial, c'est un exemple aussi et beaucoup de jeunes se retrouvent en lui. Donc c'est encore une forme d'éducation sportive. Donc avec le maire de Sainte-Rose, c'est tout à fait normal que nous puissions, et les élus régionaux, honorer quelqu'un de son vivant et lui dire de son vivant merci pour ce que tu as fait pour la Guadeloupe. J'ai été entraîneur-joueur pendant 3 ans et uniquement entraîneur pendant une trentaine d'années. Je pense qu'il manque un peu de travail aux joueurs actuels. Bon, les entraîneurs sont en difficulté parce qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils auraient voulu, sûrement, parce que les gars travaillent de moins en moins. Ils sont de moins en moins sérieux. Et c'est l'une des raisons qui ont fait que j'ai décidé en 2008 d'arrêter ma carrière, parce que la dernière équipe que j'ai entraînée, j'ai constaté que les joueurs ne venaient pas s'entraîner. Et
et tout le monde voulait des résultats sans s'entraîner. Je ne vois pas comment est-ce possible. Un bel équipement sportif, nouveau dans sa conception en plus, et puis surtout situé dans un quartier où depuis 40 ans des jeunes attendent ce petit stade. Ils ont grandi entre-temps, d'autres sont là, et je suis très heureux de pouvoir réaliser cet équipement avec la région Guadeloupe. Et puis que cet équipement puisse porter le nom d'Yvon Centime, un homme qui a donné beaucoup de sa personne pour Sainte-Rose, mais aussi pour la Guadeloupe. Je crois que nous sommes aujourd'hui comblés et que Sainte-Rose est content. Et notez que dans le cadre de l'arrivée de Ronaldinho demain à 15h, l'aéroport Paul Caraïbe met en place tout un dispositif d'accueil exceptionnel. Certains parkings seront accessibles gratuitement. Il y aura des navettes aussi qui seront mises en place pour vous faciliter l'accès au site. Il n'y aura pas de limitation de nombre de personnes. Donc tout ce qui est demandé effectivement, c'est de un peu suivre les consignes. En tout cas, ce sera un gros moment de fête au son du K, mais aussi du MAS, puisque Masmoul Massif sera présent sur les lieux. Donc ce sera un gros moment de fête demain à 15h à l'aéroport Paul Caraïbe. Et on s'envole pour le Brésil, puisqu'on a un international qui arrive, mais nous, notre équipe de Canal 10, elle est en ce moment au Brésil. Et Richard Etienne suit nos U16 de football. Les jeunes joueurs ont été confrontés d'ailleurs à un tout autre niveau. Regardez. Nous sommes à Fluminense. Vous le savez, c'est le temple du football brésilien. Forcément, eh bien, là, avec toute la délégation, mais c'est où on se trouve actuellement. Nous sommes arrivés il y a quelques jours. Alors, Nestor Luc, comment ça se passe? On peut dire que ça se passe très bien. Nous sommes arrivés ici dimanche matin au lieu de samedi matin, puisqu'on a eu un petit souci à Saint-Martin. Le vol Saint-Martin-Panama avait été annulé. Mais enfin, depuis qu'on est là, je crois que les yeux des gamins ne cessent de briller. Hein. Ils sont en immersion comme vous l'avez dit, dans le temple du football, puisque nous sommes là à l'Académie de Fluminense, qui est un club mythique du Brésil. Ils sont en immersion totale, ils vivent avec les jeunes joueurs brésiliens, ils dorment, ils mangent et ils apprennent le métier de footballeur. Et je crois qu'ils sont très, très, très contents. Quand j'ai entamé le début de match, je me suis plutôt bien senti. La fatigue de la deuxième mi-temps, par rapport au soleil, le terrain qui chauffait les pieds. Et sinon, on a pu bien jouer. On a su pas trop que c'est le but. On a bien défendu aussi. Oui, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu retiens vraiment? Je retiens que c'est une équipe qui joue plutôt vite. Ils voient le jeu très vite. Il y a une grande différence de niveau. Hein. Donc, on a été confronté à des joueurs qui s'entraînent tous les jours, matin et soir, suivi médical, au niveau de l'alimentation, etc. Donc, il n'y avait pas photo, certes, mais ce qui était important pour nous, c'est vraiment de voir comment ça se passe à haut niveau. Et on part maintenant pour la présentation du Grand Prix du Conseil départemental de cyclisme. Nous avons dû faire face à certaines difficultés l'année dernière lors du Grand Prix du Conseil départemental où, comme je l'ai souvent dit, nous étions au mauvais endroit au mauvais moment puisque simplement les coureurs étaient en pleine revendication par rapport au comité régional de cyclisme. Nous avons subi cet état de fait-là. Nous avons aussi montré notre désaccord et notre préoccupation par rapport aux courses cyclistes et nous avons signifié ça au comité régional de cyclisme parce que les élus du département se sont réunis et d'un commun accord, nous avions pris la décision donc, de ne pas participer au tour et aussi de suspendre toutes nos collaborations avec le comité. Et nous sommes revenus après au mois de décembre à la table de négociation où nous avons exigé un certain nombre de choses. Le comité a bien compris nos préoccupations et nous voilà de nouveau présents pour pouvoir les accompagner sur les compétitions cyclistes. On a fait une bonne séance de travail avec Guy Losbar et ses colistiers pour partir sur un nouveau format qui va s'étaler sur l'ensemble de la saison, ce dimanche 7 avril jusqu'au 20 octobre prochain, avec de belles compétitions, des étapes de plaine, de montagne, accidentées, pour qu'on ait un beau vainqueur à Capesterre le 20 octobre prochain. Après, on a plusieurs classements pour ne pas dégoûter certains jeunes, parce que vous voyez le niveau avec des moyennes affolantes, 44, 45 de moyenne. Donc il y a des jeunes qui sont en U19 qui ont un maillot qui leur seront dédiés, donc ils vont se battre pour ça. Et les U23, pareil, ils auront un maillot U23. Donc l'idée, c'est que tout le monde va trouver son compte
pour cette édition. Cette course-là sera particulièrement dotée, puisque nous avons des prix et la grille de prix que nous avons présentée même dans la brochure, vous allez voir que c'est une grille de prix qui va au-delà des prix du Tour de la Guadeloupe. C'est vrai que, par exemple, le vainqueur final va percevoir plus de 1 600 € sur cette compétition-là, hors les gains qu'il va avoir sur chaque manche. Donc, pour nous, il a été important de bien montrer que nous accompagnons les coureurs parce qu'ils sont eux aussi dans l'effort. Et il est important aussi pour nous, au niveau du conseil départemental, de faire en sorte que le cyclisme de Guadeloupéen, comme tous les sports au niveau de la Guadeloupe, se comporte bien et puisse attirer aussi nos jeunes dans des compétitions sportives et à faire du sport en général. Ce format de compétition va aider quand même à occuper le calendrier pendant l'ensemble de la saison, parce qu'à un moment, l'an dernier aussi, ce qui a généré aussi quelques conflits, les coureurs disent qu'il y a trop de courses, alors que les coureurs aussi doivent choisir leur compétition, ils ne sont pas obligés de participer à toutes les compétitions. C'est pour ça que nous avons fait des manches étalées, ils ont largement le temps de récupérer pour faire un beau Grand Prix du conseil départemental, nouveau format. Et maintenant, je reçois Véronique Charlos, graphiste et illustratrice, qui est d'ailleurs autrice de la bande dessinée d'Araïsan. Elle est en compagnie de Jonathan Dancher. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, la première fois que je t'ai reçu donc, pour le volume 1, effectivement, de ta bande dessinée d'Araïsan, tu étais toute seule. Oui. Donc, je constate que l'équipe s'est agrandie. Non, pas du tout. J'étais déjà là. Voilà. Mais j'étais pas en Guadeloupe. Voilà, d'accord. Ah, donc vous travaillez même à distance. Exactement. Depuis le début. Alors, présente le nom. Comme ça. Donc, Jonathan Dancher. Et vas-y, présente-toi. La plupart des gens m'appellent Bernus. C'est mon nom d'artiste, on va dire. Bernus. Moi, j'écris l'histoire de Daraïsan. Donc sur les idées, les grandes lignes que Véronique me donne, moi j'écris par-dessus. Donc tu es la plume de Véronique. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et voilà. Donc j'essaye d'arranger tout ça et de faire une histoire cohérente et qui plaît aux gens. Voilà. Très bien. Alors on va reprendre pour les téléspectateurs qui n'ont pas encore suivi effectivement tes réalisations. Donc qu'est-ce que Daraïsan ? Alors Daraïsan, c'est une histoire d'une héroïne caribéenne qui poursuit et pourchasse des monstres. Et en fait, ces monstres-là incarnent les perturbateurs endocriniens. Et pourquoi on a voulu s'inscrire dans ça, c'est que on voulait permettre aux enfants et même aux adultes d'apprendre le fonctionnement du système endocrinien et comme ça de rendre les choses un peu plus ludiques, un peu plus légères pour que le sujet soit mieux accueilli, etc. Voilà. Alors, pour écrire effectivement sur une thématique comme les perturbateurs endocriniens et rendre ça suffisamment intéressant pour les enfants, on imagine que ça doit être compliqué. Ouais, c'est un peu compliqué, ouais. Surtout que j'étais pas du tout au courant de ce sujet-là. On le traite pas souvent dans les médias. C'est vrai. En fait. Et du coup, premièrement, Véronique, elle m'a sensibilisé sur le sujet. Donc on en a discuté, elle m'a expliqué, voilà, avec ses connaissances, etc. Et donc moi j'essaye de justement rendre ça plus ludique, plus, avec une histoire de, comme on a dit, de super-héros. Donc j'essaye de, on va dire, démocratiser un petit peu le sujet. Je vais pas jusqu'à dire le vulgariser, mais le rendre plus accessible, plus fun voilà. pour les plus jeunes, parce qu'effectivement c'est dès le plus jeune âge qu'il faut commencer à faire attention à ce genre de perturbateurs. Voilà. Et est-ce que c'est accessible aux jeunes ? Est-ce qu'ils peuvent comprendre ? Oui. Moi, je pense qu'on a réussi à faire un bon travail là-dessus et qu'il est accessible. Même par rapport au retour, on a des retours d'enfants et de parents qui nous disent mon enfant, ma fille l'a pris pour partir à l'école, elle a adoré le personnage.
Donc, la représentation, ça joue. Ah, oui. On a des personnages qui nous tout à ressemblent. fait. C'est vrai. Exactement. Et le fait que ça soit une jeune fille qui leur ressemble, qui parle créole, qui a des grands-parents, Les grands-parents sont de conseils, bons conseils. De bons conseils, exactement, parce que justement on a voulu que le lien intergénérationnel soit bien présent. Donc à travers l'histoire, il y a ça. Et aussi dans la partie on va dire un petit peu plus de conseils pour justement pallier un petit peu avec les petites tisanes de mamie, etc. et tout, aux différentes choses que les perturbateurs endocriniens pourront faire. Utiliser nos remèdes grâce. Voilà, exactement, Voilà, c'est ça. Pour aller à l'essentiel, c'est vraiment la transmission sur nos remèdes rasiers. Voilà. Donc, c'est un peu aider à nous défendre. Exactement. Voilà. D'ailleurs, vous avez des petites choses à la fin du livre. Des petites recommandations. Voilà, des petits remèdes. Donc, je crois qu'il y a le décryptage de la chlordécone. Voilà. C'est ça, ouais. Exactement. Donc, à chaque fois, il y a une histoire avec un perturbateur endocrinien en question, et ensuite on voit avec le lecteur tout ce que le perturbateur endocrinien en question, le monstre en question, fait à notre santé. Et on voit aussi des solutions dans notre quotidien qu'on peut mettre en place pour éviter sa consommation et tout. Je vois qu'il y a une petite partie aussi, les hormones, c'est quoi par exemple? Voilà, exactement. Donc, c'est bien qu'ils comprennent bien le fonctionnement de leur corps. Bien comprendre le fonctionnement de leur corps. Je trouve que c'est pas quelque chose qui est assez fait Mais, techniquement, ça devrait être... moi, je dis qu'on devrait donner des cours de médecine depuis tout petit. Exactement. Et que les enfants devraient maîtriser leur corps depuis tout petit. Mais c'est ce qui est fait au Japon, par exemple. Donc, je pense que c'est quelque chose qui devrait plus rentrer dans nos mœurs. Et voilà quoi. Donc, à travers la BD, c'est tout ça qu'on veut véhiculer en fait. Des petites solutions alternatives. En fait, il y a la partie bande dessinée, mais il y a la partie aussi conseil. Voilà. Donc, il y a plein de petits tips effectivement à la fin du bouquin. Donc, le premier tome, Le Flambeau, est sorti. Là, on a le deuxième tome qui est en préparation. Voilà, tout à fait. Donc, pour lancer et concrétiser ce projet-là, ce deuxième tome, on a lancé une nouvelle campagne Ulule. C'est une campagne de crowdfunding pour pouvoir collecter des fonds pour l'impression. Donc, on a commencé il y a quelques semaines. Et là, on arrive... Donc, elle est bouclée. Non, elle n'est pas encore bouclée. Elle est non, pas la cagnotte. Est-ce que le tome 2, il est bouclé? Il est bouclé. Donc, c'est pour l'impression. Voilà, c'est pour l'impression. Donc voilà, on a besoin d'un coup de pouce, donc voilà. Le temps que ça commence à rouler, parce que c'est clair qu'il faut financer quand même, c'est beaucoup de boulot, il faut le dire. Surtout quand on est en indépendant, on n'a pas de maison d'édition qui prend en charge toute cette partie. Donc on est indépendant, donc on fait nous-mêmes tout ce qu'il y a à faire. Donc on attend de nos compatriotes de la population de participer justement à cette campagne de crowdfunding, tout en sachant que quand alors ça dépend de combien ils mettent comme don, mais on fait acquisition effectivement de la BD au moins. C'est pas que donner pour donner. Non, c'est pas, ça peut être donné que donner pour donner, il y a cette option là, mais pour ceux qui veulent acquérir aussi la BD, ils peuvent le faire via la campagne Ulule. Alors, on en discutait un peu plus tôt, c'est que tu traites quand même d'une problématique prégnante ici en Guadeloupe. Effectivement, on a le chlordécone d'un côté, on sait que c'est un gros perturbateur endocrinien qui a les conséquences que l'on sait, notamment sur les cancers de la prostate, mais il y a beaucoup d'autres pesticides aussi qui sont mis sur le marché, beaucoup de produits dans la consommation courante qui ne sont pas forcément tolérés par l'organisme. On ne le
le sait pas souvent. Donc tu es rentré vraiment dans de la pédagogie finalement, de la pédagogie ludique. Donc il y a un intérêt de santé publique dessus. Est-ce que tu as déjà fait la proposition aux collectivités justement pour savoir si on pourrait avoir ça à disposition parce qu'on n'a pas beaucoup de BD déjà guadeloupéennes, mais une BD ludique et pédoludique sur les perturbateurs endocriniens, ce serait peut-être judicieux de les placer à l'école. Oui, c'est vrai. Alors, j'en ai discuté un petit peu avec l'organisme de l'IREPS, qui s'appelle maintenant France... je vais pas faire de bêtises. Ils ont déjà changé. Oui, ils ont changé de nom. Ils ont changé de nom récemment. Et en fait, justement, comme le premier tome parle de la chlordécone et qu'ils ont lancé une campagne qui s'appelle Tiriri. Qui s'appelle Promotion Santé. Promotion Santé, tout à fait, c'est ça. Ah, mais j'en ai même pas. Oui, voilà. Ok. C'est vrai qu'ils font de grosses campagnes de sensibilisation autour du chlordécone. Autour de la santé et notamment de la chlordécone avec Tiriri et Jaffa. Donc en fait, on est en discussion, on va voir comment ça se passe pour que justement la BD fasse partie un petit peu des programmes scolaires ou extrascolaires. Oui. On aimerait bien que ce soit déjà au moins dans les CDI, par exemple des collèges, lycées, et puis après effectivement dans les maternelles, enfin je sais pas. Voilà. Partout. Dès qu'ils apprennent à lire. Voilà, exactement. Mais tout ça, je pense que ça va se concrétiser petit à petit, parce que c'est vrai que pour l'instant, je l'avoue, j'ai pas encore été vers les écoles, les institutions et tout. Mais par rapport au retour, au très très bon retour qu'on a, on a des retours qui nous disent que c'est un ouvrage d'utilité publique. Donc en fait, c'est déjà de bons points. Donc on va essayer de travailler tout ça et je pense que ça va le faire. En tout cas, ça roule déjà. Vous faites un maximum effectivement déjà pour éditer, pour créer, pour éditer vous seul effectivement cette bande dessinée d'Araïsan à qui on souhaite longue vie. Donc premier tome, Le Flambeau sorti. Le tome 2 s'appellera comment ? Le tome 2, il va s'appeler Stress Maximum. Et Stress Maximum. Donc vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Et justement, vous allez retrouver toutes les informations sur nos réseaux sociaux pour nous suivre. Le mot de la fin. Je sais pas quoi dire. Merci beaucoup. Merci. Et on voulait vous remercier. Vous remercier à la rédaction, à tout le monde, à vous aussi. Parce que vous avez permis au premier tome de voir le jour. Parce que voilà, il faut dire les choses. On a donné un petit coup de pouce, aussi, un petit mais coup de c'est le pouce travail, c'est le travail qui voilà. paie. Et franchement, en tant que graphiste, moi j'aime beaucoup tes illustrations. Je vais me plonger dedans pour découvrir ça plus en détail. Moi je pense à mon fils, quand je reçois des choses comme ça, je pense beaucoup à mon fils, puisque je veux qu'il apprenne ce genre de choses le plus tôt que possible. Et donc nous on félicite le travail. Donc c'est vraiment à toi que ça revient. Bon, on a aussi Bernus, on a aussi Bernus qui nous fait les scripts et tout, mais c'est vrai que tu réalises un gros travail et j'apprécie le fait qu'il y ait le caractère pédoludique dedans. C'est extraordinaire, c'est super. Merci beaucoup. Et on voulait remercier aussi les personnes qui vont intervenir qui ont intervenu dans le premier tome et dans le deuxième aussi. Il va y avoir des interventions de professionnels qui vont justement donner des conseils. Et voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Remercier. Merci en tout cas à vous deux du travail que vous réalisez avec la bande dessinée donc d'Araïsan. Mais c'est disponible où ? C'est que sur commande ? Alors là pour l'instant on peut le retrouver en librairie, la boutique de la presse et à la FNAC aussi. Parce qu'on a de moins en moins de librairies en Guadeloupe oui, en plus. malheureusement. Donc, mais on peut le retrouver à la FNAC, Colin et les Abîmes et aussi dans les boutiques de la presse. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.